Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Les hommes pratiquent le stress comme si c'était un sport, dit la romancière québécoise Madeleine Ferron. Stress physique, stress mental, stress émotionnel, stress spirituel, stress positif. Les formes de stress sont variées. Comment comprendre et agir sur le stress ? Pourquoi sommes-nous stressés ? Comment stresser moins et vivre plus ? Sandrine Jourdraine, bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Humanity, un cabinet spécialisé dans le développement personnel et professionnel basé sur la méditation de pleine conscience, une activité que vous avez développée après un parcours de cadre en entreprise en France et aux États-Unis. Vous êtes également l'auteur du livre « Cheminer vers votre sagesse intérieure, comment la pleine conscience et la philosophie peuvent nous aider à accueillir nos émotions et à vivre dans un monde en mutation », écrit avec François Guillouet. Vous venez nous donner des clés et conseils concrets pour réduire notre stress et développer notre bien-être, notamment dans notre travail. Vous nous expliquez que la méditation est un outil d'aide à la décision précieux. Elle permet de prendre du recul, de gérer ses émotions, sans oublier qu'elle facilite l'écoute et la qualité de la présence, atout essentiel pour collaborer et développer la confiance indispensable à toute interaction. Vous nous parlez également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Mais au préalable, j'ai une première question pour vous, Sandrine. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Vaste question. Bonjour à toutes, à tous et bonjour Marc. Je pense qu'il y a deux choses qui m'animent. L'amour, déjà. Je pense que je suis quelqu'un qui aime fondamentalement l'humain et puis aussi une meilleure compréhension de la vie, un peu peut-être du sens de la vie, de la compréhension un peu plus globale des choses. Ça m'anime beaucoup. Et je crois que c'est aussi pour ça que je me suis tournée progressivement vers la pleine conscience, l'autocompassion, des pratiques de pleine conscience et que je transmets, que j'ai vraiment plaisir à transmettre à mes participants, mais aussi à mes enfants, parce que j'ai 3 enfants, donc il faut aussi leur transmettre ce qu'on peut leur transmettre. Et puis, je pense aussi que je passe pas mal de temps aussi à travailler sur moi. J'ai l'impression d'être une constante apprenante. C'est quelque chose que j'adore, c'est apprendre. Et donc, je trouve qu'un des beaux sujets, c'est une meilleure compréhension de mes fonctionnements pour peut-être être encore plus dans l'amour de l'autre, je pense. Enfin, j'essaie en tout cas. Merci Sandrine. Alors, nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Est-ce qu'il y a un obstacle ou un défi que vous ayez rencontré, que ce soit mental, physique, émotionnel, spirituel ou perçu, qui a été significatif et qui vous a transformé en fait, et qui a été un peu à l'origine de ce que vous faites aujourd'hui, qui lui-même est au service des autres, de la communauté. Ouais. Alors oui, je crois que je me suis confrontée à pas mal de choses. Alors notamment, ça a démarré, 12 ans où rien n'allait dans ma vie, ni pro ni perso. Et j'ai commencé à pratiquer la méditation pour me reconnecter à moi, prendre du recul, apprendre à me relier à ce qui me semblait être de bon pour moi. Et ce travail, il se poursuit et actuellement, j'ai aussi une nouvelle période de grande transformation. Et je crois que là, le grand défi, c'est vraiment faire face. En tout cas, moi, comment je le vis, c'est que je traverse une période où vraiment, j'ai pu ressentir des peurs et je sens que traverser ces peurs, et je crois que j'avais entendu aussi, il y avait pas mal de personnes aussi interviewées qui parlaient de ça, du courage et de la peur. Et je crois que ça, c'est vraiment un super cadeau, c'est quand on arrive à traverser ces peurs et de vraiment devenir vraiment pleinement soi. Et je crois que je suis encore sur le chemin. C'est un chemin sans fin. C'est un chemin sans fin, ouais, complètement. D'ailleurs, mon bouquin, c'est cheminer, hein, c'est pas atteindre. Ouais. Alors, on va parler du stress. Il y a un grand patron américain, le patron d'une grande entreprise qui s'appelle General Electric, qui s'appelle Jack Welch, qu'on admire ou pas, qui disait « Un cadre surchargé de travail et stressé, c'est le meilleur cadre qui soit. Car il ou elle n'a pas le temps de se mêler de tout, de s'embarrasser de petites choses, ni d'ennuyer les gens. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est marrant parce que quand j'ai fait mes études, j'ai fait pas mal d'études sur les organisations, etc. Et Jack Welch, dans les années 90, c'était une sacrée figure. Et je crois que vraiment, les choses ont beaucoup évolué en termes d'organisation. Je crois qu'il y a
Ça a complètement évolué, hein, et sur le court terme, on peut dire que le stress est positif quelque part, hein, et d'ailleurs, on est tous stressés. D'ailleurs, dans la nature, on voit bien, hein, les gazelles qui vont courir très vite pour éviter un lion, bah, elles vont courir sur des temps très courts. Mais sur le moyen long terme, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui ont montré qu'en fait, le stress était toxique. C'était toxique, voire mortel. Ouais, le stress chronique. Complètement. Et c'est vrai qu'en entreprise, par exemple, hein, on voit, hein, l'impact du stress en termes de perte d'efficacité, burn-out, toutes les maladies, les arrêts maladie, etc. Parce que le stress, qu'est-ce que ça crée? Ça génère en fait une sorte de contraction de l'esprit. Donc on va être beaucoup plus, au départ plus focus, donc ça c'est positif, mais le problème c'est que progressivement, en fait, on va limiter en fait sa vision des choses. Donc justement, je pense que c'est vraiment un problème pour la coopération, un problème pour où on devient plus agressif. Ça a un impact où en fait on se recentre trop sur soi et on voit plus en fait la globalité des choses. Et en entreprise, je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est d'arriver à prendre du recul, prendre de l'espace et de pouvoir innover notamment. Donc je pense que le stress en entreprise, c'est plutôt une source de sous-performance que de performance. On peut dire que Jack Welch ici se sert du stress comme un outil de domination. Ouais, je crois que oui, et en plus je pense pas franchement, enfin je pense que il se sert du stress peut-être comme une domination, mais en plus une domination qui n'est pas efficace. À terme, ce n'est pas efficace. Donc je pense que Ça nous c'est pas déconstruit. bénéfique. Ouais. Ça Ouais, nous use, ça nous déconstruit. ouais, complètement. Du coup, si on stresse, on vit moins. Et du coup, le corollaire est vrai. Si on stresse moins, on vit plus. En quoi est-ce qu'on vit moins justement quand on stresse? Et est-ce qu'on peut catégoriser les formes de stress? Il y a différentes formes Ouais. de stress. Alors, je pense pour moi, il y a qualitativement et quantitativement. C'est qu'en fait, en termes de qualité, le stress va faire qu'on va être beaucoup plus dans nos pensées. On va être beaucoup dans une sorte de, je sais pas si vous avez entendu parler, mais une sorte de pilote automatique. On va être souvent en train d'anticiper beaucoup. On va essayer d'anticiper au maximum les choses, de contrôler, ou alors on va ruminer, ou se culpabiliser sur les choses. On va se juger, on va juger les autres. On va être dans une sorte de vigilance extrême qui fait que on n'est pas pleinement présent. Et en fait, l'instant présent, c'est le seul et l'unique moment qu'on vit pour être pleinement ici et maintenant et vivre pleinement nos vies. Et dans la méditation de pleine conscience, c'est vraiment cet entraînement d'apprendre à être pleinement présent, à savourer l'instant. C'est pour ça que, voilà, notamment le programme que je propose, un programme de gestion du stress MBSR, hein, Mindfulness Based Stress Reduction Programme, un programme de gestion du stress et de l'anxiété basé sur la pleine conscience, a démontré tous ses bienfaits. Il y a plein d'études qui ont montré les bienfaits de la pleine conscience pour réduire le stress. On va en parler On un petit peu plus en détail tout de suite. Mais si on reste un peu sur le stress, est-ce qu'on peut, s'il fallait l'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est quoi le stress? Quels sont ses symptômes physiologiques? Alors le stress, en fait, il y a plusieurs phases au stress. On peut déjà en quelques millisecondes, quand par exemple moi, si notre boss nous demande, je sais pas moi, est-ce que tu peux faire une présentation pour dans 1 heure, et ben en quelques secondes, en fait, on va se mettre en état de stress. Donc le corps va se préparer à l'attaque. On va se mettre en mode survie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au départ, il va y avoir un boost d'adrénaline qui va activer en fait le corps. On va être plus focus, sur du court terme plus efficace. Et puis si le stress se poursuit, on va arriver à une sorte de résistance où là, en fait, on va plus produire de l'adrénaline, mais on va produire du cortisol. Et là, il y a certaines autres parties du corps qui vont ralentir, comme la digestion. On peut avoir commencé à avoir des problèmes, je pense que ça va déjà arrivé d'aller beaucoup aux toilettes quand vous avez stressé, ou alors d'avoir des problèmes de dos. Donc vraiment, un effort qui est soutenu longtemps sans récupérer, ça commence à créer en fait des dysfonctionnements dans le corps. Et puis vraiment sur du long terme, on peut parler de l'épuisement où là en fait le corps s'épuise et ça peut vraiment avoir des conséquences graves parce que les hormones sécrétées sont de moins en moins efficaces et on commence vraiment à avoir on peut aller jusqu'à des cancers, des burn-out, même des suicides. Ça, donc, c'est la phase troisième ultime phase. qui est l'épuisement extrême, Tout à fait. Voilà, là, dépression. je tire le trait, mais ça arrive, Ouais. ça arrive assez régulièrement des personnes en burn-out en entreprise. Hein. Chacun dans sa vie expérimente des formes de fatigue extrême au moins une fois. Est-ce qu'on peut distinguer anxiété, angoisse et stress, toujours pour un enfant de 6 ans?
C'est vrai que le stress, en général, c'est, voilà, je sais pas moi, je vois un chien, par exemple, tout de suite, ça produit une réaction de stress parce que là, je vois un chien et je vois une menace. En général, l'anxiété, c'est plutôt une anticipation sur le futur. Ouais. C'est par exemple, je sais pas moi, je vais voir ma tante, je sais que je vais aller voir ma tante, je sais qu'elle a un chien, ouh là là, je suis anxieux parce que je sais qu'elle a un chien, hein, donc il y a une sorte d'anticipation. Et puis en général, l'angoisse, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus diffus, un peu plus physique, plus physiologique. Ça peut être pas obligatoirement une pensée qui est associée. Ça peut être un mal de ventre, une sorte de somatisation sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Alors, c'est peut-être ça dont vous parliez en termes de stress spirituel. Je pense qu'en tout cas, cette notion de quête de sens ça peut être lié à une notion de quête de sens, certainement. Il y a un psychiatre qui s'appelle Abraham Tversky qui dit Ouais. les périodes de stress sont également des périodes qui sont des signaux de croissance. Et si nous utilisons l'adversité correctement, nous pouvons grandir grâce à l'adversité. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Plutôt d'accord? Pas d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Étonnamment, je suis d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pour atteindre notre plein potentiel, en fait, parfois, il faut savoir se mettre dans une certaine zone. On pourrait appeler cette zone, il y a certains psychologues qui parlent de la zone d'anxiété optimale. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est une zone où je vais être dans un certain inconfort parce que je suis plus en pilote automatique. Je fais plus les choses comme d'habitude. Donc, je pousse un peu mes limites, où je vais être un peu, comme je vous parlais tout à l'heure de moi qui est en train de vivre une période difficile, où voilà, je me relie à des émotions difficiles, de colère, de peur. Mais le fait de les accueillir et d'en prendre soin, eh bien, ça me permet vraiment de les traverser. Et donc cette zone d'anxiété optimale, voilà, je ne suis pas submergée par le stress, je ne suis pas épuisée, hein, mais justement, je suis dans une sorte d'inconfort, mais qui est tout à fait acceptable. Voilà, après, chacun a ses limites, mais qui me permet en fait justement d'évoluer, de changer mon comportement. Peut-être que on parlait tout à l'heure de pensée limitante. Eh bien, justement, si je me suis toujours dit, par exemple, que je savais pas faire du tableau Excel et que voilà, j'ai un projet et où faut que je fasse du tableur Excel, peut-être que je vais sentir de l'anxiété, de l'inquiétude, mais le fait de me connecter à ça et de développer ma confiance en moi-même, de tester, de voir que ça évolue et que je commence à réussir à faire des choses, eh bien, justement, je vais pouvoir dépasser, je vais développer ma confiance en moi, hein. Je vais pouvoir être fière de moi, développer ma confiance. Et justement, il y a une phrase que je trouve intéressante d'une autrice qui dit: la sécurité ne vient qu'en prenant des risques, en vous ouvrant et en découvrant toujours plus ce que vous êtes. Donc, je pense il y a cette zone, en fait, d'apprentissage et vraiment de remise en question qui nous permet d'aller encore plus loin vers nous-mêmes. Donc il faut affronter nos peurs, il faut se mettre un peu en situation d'inconfort. Voilà, et c'est ça en fait le challenge, je crois, c'est de se sentir dans une zone où je tolère la difficulté, d'être mal à l'aise, sans me laisser submerger. Parce que si je suis submergée, là, je peux plus avancer. Au contraire, là, je vais me replier, je vais avoir cette vision contractée en fait de l'esprit, où je vais être limitée. Donc Donc c'est à vraiment, chacun de trouver cette trouver zone. le bon équilibre, le bon dosage. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que par exemple, ma pratique, c'est la pleine conscience. Donc vraiment être dans cette conscience de voilà, où j'en suis là pour moi. Est-ce que j'ai besoin justement de revenir en sécurité, ou est-ce que je peux encore plus me déployer, plus me mettre dans un état un peu en danger, entre parenthèses, mais tout en restant en sécurité. Mais du coup, on parle souvent de trouver du plaisir dans ce que l'on fait. Qu'est-ce que ça Ouais. signifierait? C'est trouver être sur la bonne ligne de crête entre le stress et le non-stress dans nos activités, dans notre Ouais. manière de voir les choses, de faire. Vous avez une recette, vous, en cette période particulière de croissance que vous évoquiez, Ouais. pour trouver du plaisir dans ce que vous Euh, faites? alors, trouver du plaisir dans ce que je fais, voilà, moi je crois que c'est déjà se connecter à son cœur. Ça me paraît être essentiel. C'est vraiment se relier à son cœur, prendre du temps pour soi, se faire plaisir et se relier à qu'est-ce qui me donne de la joie, du plaisir dans mon travail. Et je pense que plus on se connecte à ça, plus on externalise ou on lâche les choses qui ne font pas du plaisir et au contraire, on investit de plus en plus et on devient encore plus investi dans des activités qui nous font plaisir, meilleur on est, je pense. Donc, je crois que pour moi, c'est se faire plaisir et puis prendre des temps pour soi,
pour vraiment la fatigue, je pense aussi, ça limite le plaisir. Je crois que quand on se sent un peu surmené, ça, pour moi, c'est vraiment un indicateur. Quand je commence à sentir que, oula, je sens que je suis un petit peu tendue et que j'ai moins de plaisir dans mon travail, je sais que là, il faut que je ralentisse un peu. Il faut s'arrêter, s'autoriser à ralentir et à se reposer. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Enfin, oui, c'est pas, je ne m'arrête pas pendant 15 jours. C'est juste parfois 1 heure ou 2. Mais ça me permet après de reprendre de façon d'être beaucoup plus efficace, aller faire une marche dans la nature, une méditation, un appel avec une amie, et souvent c'est très soutenant. Et puis il y a nos relations aux autres aussi. En 1936, il y a presque 100 ans, il y a un homme qui s'appelle Dale Carnegie, conférencier et auteur de plusieurs best-sellers, qui a écrit un livre intitulé Comment se faire des amis. Aujourd'hui, ça pourrait paraître naïf ou peut-être un peu enfantin. Est-ce qu'un tel livre vous paraît utile au monde? Quel était son message? Mon père, je crois, m'a parlé de ce livre quand j'avais peut-être 13, 14 ans. Je crois que c'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. Et je me souviens d'une phrase qui est toujours restée: ne jugez pas, ne critiquez pas, ne vous plaignez pas. Et cette phrase, je trouve qu'elle est encore tellement vraie. On est tout le temps, enfin, on est beaucoup en train de juger les autres, se juger. Toujours, on a l'impression d'avoir raison, on veut convaincre. On se plaint, se plaindre, la négativité. Donc la qualité de nos relations joue dans notre bien-être et à l'inverse, l'absence de qualité de nos relations peut être source de stress. L'autre, c'est vraiment, bon, déjà, c'est souvent un miroir de nous-mêmes. Et puis l'autre, c'est une source essentielle dans notre. Nous sommes des êtres sociaux. On a besoin des autres pour grandir, pour coopérer, pour évoluer. Donc je pense que oui, bien sûr. Moi, je parle beaucoup d'autocompassion, d'apprendre à être son meilleur ami, prendre soin de soi. Et en même temps, l'autre peut être tellement une source aussi d'apprentissage. Je crois que les deux sont liés. Prendre soin de soi et vraiment apprendre à être son meilleur ami, mais aussi pour être encore plus disponible pour l'autre. Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, notre cerveau sécrète énormément de pensées. Je crois que c'est autour de 60 000 par jour. Donc, elles peuvent être positives ou négatives. Je crois qu'il vaut mieux maximiser le nombre de pensées positives. Donc, plus de la moitié, plus de 30 000 si possible. Mais c'est tout un programme. En quoi est-ce que justement elles conditionnent notre bien-être, notre bonheur en fait, ces pensées? Est-ce qu'on peut développer une meilleure conscience de nos pensées, apprendre à mieux les décrypter? Et justement, quand on a l'esprit agité, est-ce qu'il y a des clés en fait, des moyens pour développer plus de présence à soi et au monde? Et comment au quotidien en fait on peut installer ces habitudes relaxantes? Ouais. Alors, c'est vraiment, je crois que c'est l'un des cœurs de la pleine conscience, c'est progressivement de prendre conscience de nos pensées, de nos schémas mentaux, de nos conditionnements. Comme vous dites, je crois qu'on a 60 000 pensées à peu près inconscientes, 6 000 conscientes. Donc, il y a beaucoup de choses derrière, dans le vide-grenier. Et puis, et donc, l'idée, c'est d'amener progressivement les choses en conscience, de voir qu'est-ce qui se passe derrière ça. Les jugements, les critiques, les visions, les croyances qu'on a. Et progressivement, en fait, il y a notamment un exercice dans la pleine conscience qui est la notation mentale. Progressivement, on va observer les pensées et on va pouvoir progressivement développer notre discernement. Est-ce que cette pensée, elle est juste ou pas pour moi? Est-ce qu'elle est utile? Et progressivement, eh bien, on va pouvoir déconstruire nos pensées. Hein, il y a certaines pensées qui vont être utiles, nourrissantes, et d'autres pensées qui peuvent, par exemple, on parlait des croyances limitantes tout à l'heure, et ben, progressivement, l'idée, ça va être d'en prendre conscience, de les déconstruire et de créer de nouveaux schémas mentaux. Hein, de créer des nouveaux schémas mentaux. Et puis, il y a des pratiques qui sont très, très bonnes pour développer l'optimisme et les pensées positives, parce que vous savez que en gros, l'être humain, son cerveau, il n'a pas évolué depuis à peu près 200 000 ans. Hein, le premier Homo sapiens et moi, notre cerveau n'a pas beaucoup évolué. Et voilà 200 000 ans, s'il y avait une attaque d'un animal ou une tribu violente qui voulait nous attaquer, eh bien, l'idée, c'est qu'il fallait être plutôt négatif, vigilant, anxieux pour pouvoir rester vivant. Et donc, avec la sélection naturelle, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les êtres humains les plus négatifs, anxieux, sont restés.
Et donc maintenant, en fait, c'est comme si on avait téléchargé en fait dans notre cerveau le mode survie, alors que maintenant, on a surtout besoin du mode prise de recul. Et donc, des pratiques comme la gratitude, de reconnaître, d'apprécier notre vie, d'être dans la gratitude, déjà pour tout ce que l'on a, plutôt que d'être dans le toujours plus, de toujours être dans une quête de toujours plus. Ce sont des pratiques qui sont très aidantes pour développer les pensées positives. Ouais. Donc, j'ai un programme de gestion du stress et des émotions qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program. Donc ça, c'est un programme qui a été créé aux États-Unis par John Kabat-Zinn. Et donc, c'est vraiment un programme de méditation de pleine conscience où on va progressivement apprendre à comprendre les mécanismes qui nous créent du stress, qui génèrent du stress pour nous. Où on va progressivement apprendre à mieux gérer, traverser son stress. On apprend à développer des ressources, mieux gérer les émotions, avec toujours au cœur, la pleine conscience et l'autocompassion. Récemment, j'ai une personne qui avait des troubles de l'anxiété, des troubles généralisés de l'anxiété, donc c'est vraiment des stress très importants. Et elle a fait le programme MBSR, puis le programme d'autocompassion. Et progressivement, en fait, elle a découvert ces schémas, déjà, des schémas qui lui créent du stress. Et elle a aussi développé une voix. Elle s'est rendue compte qu'elle avait une voix très dure vis-à-vis d'elle-même. Tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas, de toute manière, quitter pour y arriver. Enfin, voilà. Elle avait une voix qui était très dure. Dialogue interne. Complètement. On peut parler de critique intérieure. Et progressivement, avec les programmes, en fait, l'idée, c'est de développer une nouvelle voix, une voix, on va dire, compatissante, soutenante, qui va nous motiver pour faire des changements, mais non pas au niveau de « t'es trop nul, faut que tu te bouges », mais « je t'aime, je veux prendre soin de toi, comment on peut évoluer ensemble ?» Et en fait, l'idée, progressivement, c'est un peu, vous savez, comme Jiminy Cricket ou les deux petites voix qu'on voit là. L'idée, c'est vraiment de renforcer cette voix d'autocompassion. Et plus je vais la développer, plus... Alors, je vais prendre conscience de ce critique en lui disant, tiens, ok, je sais que tu es là, critique, tu m'as certainement fait du bien à un moment donné, ça m'a permis de fonctionner dans la vie, et là, j'ai plus besoin de toi, maintenant, je veux développer une nouvelle voix. Et progressivement, en s'entraînant, les choses se déconstruisent et elle a changé radicalement. J'ai souvent des personnes qui sont perfectionnistes qui viennent me voir. Le perfectionnisme, j'ai aussi des dirigeants aussi. Je pense à, pareil, une personne qui était dure avec elle-même et elle s'est vraiment ouverte à cette capacité à prendre du recul aussi. Il y en a beaucoup qui sont aussi dans la réactivité, la colère, vous savez, d'être un peu dans l'impulsivité. Et ça pouvait créer aussi des relations avec ses collaborateurs qui étaient souvent tendues. Et donc, progressivement, avec la pratique, on prend conscience, en fait, de cette impulsivité, par exemple, qu'il avait, pour progressivement arriver à prendre du recul et en fait, dissocier l'émotion de colère de l'action et d'utiliser cette colère, pas de façon réactive, mais en apportant une réponse qui soit le plus adaptée possible face au contexte. Et c'était par exemple de l'agressivité par rapport à un collègue, par exemple, en disant écoute, en montant le ton assez fort, et donc l'autre collègue qui se sent, ou son collaborateur qui se sent agressé, qui se sent jugé et en fait qui est démotivé. Et donc le fait de progressivement apprendre, je travaille aussi beaucoup avec la communication non violente. Ouais. Donc on apprend aussi comment exprimer ses émotions, comment exprimer ses besoins sans être dans la réactivité, mais d'être vraiment dans une posture d'adulte et pas soit de parents ou d'enfants, hein, et de vraiment de se mettre au même niveau pour pouvoir trouver en fait qu'est-ce qui est juste pour les deux. Alors je pense qu'il y a souvent des personnes qui se victimisent. Alors ça peut être une douleur chronique par exemple, ou une action où je suis toujours comme ci, je suis toujours comme ça. Souvent ces personnes-là, en général, elles ont un sens. Quand on est dans la victimisation, en fait, on réduit un peu notre champ. On est, en fait, il y a que mon petit moi. Il y a je suis malheureuse, ou j'ai mal au dos, ou je suis celle qui est toujours à qui ça arrive tout le temps. Et donc, on est dans une sorte de jeu qui est très enfermé. Hein. Ouais, c'est une forme d'égocentrisme quelque part. Tout à fait. C'est pas fait volontairement. Bien sûr. Et donc, l'invitation de la pleine conscience, en fait, ça va être de lâcher progressivement l'identification à ça. Et de progressivement de voir que cette douleur
ou ce jugement que j'ai sur moi, ce n'est juste un jugement, c'est juste une sensation corporelle, c'est juste une émotion ou juste une pensée. Et c'est quelque chose qui me traverse. Et qu'est-ce que je suis Je suis beaucoup plus que ça. Et progressivement, en fait, d'ouvrir l'espace de la conscience. Et alors sur l'auto-sabotage, comment est-ce qu'il faut le décrire et est-ce que vous, là aussi, vous avez des exemples de cas rencontrés, traités? Moi, en tout cas, mon expérience, c'est que souvent, l'auto-sabotage, il y a des histoires d'enfants, de petits enfants intérieurs, des histoires qui sont souvent en lien avec les parents. Et l'idée, progressivement, c'est de prendre conscience que, voilà, il y a l'histoire de mes parents, il y a mon histoire, et comment je peux aussi prendre de l'espace face à tout ça. Et vraiment trouver ma place à moi, vraiment, à m'autoriser. Il y a souvent aussi cette notion de fidélité à la famille, par exemple. Je veux être fidèle à mon père qui a toujours eu un job médiocre et qui m'a toujours dit qu'il fallait travailler dur dans la vie pour y arriver. Et donc, moi, je me mets dans un mécanisme où, en fait, je vais, à chaque fois que j'arrive à avoir une promotion, et ben, soit je lâche, soit je pars, ou soit je suis dans l'échec. Et là, souvent, c'est des mécanismes, en fait, des schémas qui sont liés familiaux. Donc là, on va plutôt travailler sur sur des constellations familiales, travailler sur l'histoire en fait de la famille. Un coach sportif, le coach de Serena Williams, Ouais. qui disait voilà, l'auto-sabotage, moi j'ai des joueurs que j'accompagne et ils sont super bons, mais ils s'autorisent pas à gagner. Et en fait, leur peur profonde, c'est que s'ils montrent leur talent, ils risquent de le perdre. Donc, leur peur, c'est de perdre leur talent s'ils le montrent. Alors, cette notion d'autorisation, elle est tellement importante. S'autoriser à être pleinement soi. S'autoriser à être pleinement soi, ça veut dire aussi s'autoriser à ne pas être aimé. Ou pas être aimé par tous. Enfin, il y a beaucoup de renoncement aussi. Hein. C'est renoncer à une part de soi. C'est développer aussi notre puissance, s'autoriser à être puissant. Hein, on parlait de ça tout à l'heure. Et dans l'autocompassion, il y a ça aussi, je pense vraiment, cette notion de qui je ne suis pas pour ne pas être puissant, en fait. Si l'univers m'a créé, en fait, c'est pour révéler tout ce que je suis. 5 conseils concrets pour stresser moins et vivre plus au quotidien, Sandrine? Je dirais vivre dans l'instant présent. C'est surtout l'anticipation des pensées vers le futur qui nous font stresser, être anxieux. Donc, plus j'arrive à vivre dans l'instant présent, à revenir dans mon corps, à revenir là maintenant, plus je vais pouvoir pleinement profiter et pas m'épuiser. Et puis, pourquoi pas, bien sûr, hein, c'est pas parce qu'on vit dans l'instant présent qu'on est un peu gnangnan, voilà, je pense pas à l'avenir. Bien sûr qu'on va penser de façon sereine à l'avenir, se projeter, mais pas de façon maladive. Donc, vivre dans l'instant présent, méditer, la nature. Passer du temps dans la nature, faire des balades. Ouais, je Le pense qu'on cerveau a besoin de mérite d'être de s'oxygéner. nature. Je pense qu'il y a un point aussi qui est important, et en entreprise, c'est encore difficile, c'est reconnaître et reconnaître ses émotions. Plus je vais être en lien avec mes émotions, plus je vais avoir le courage de me relier à mes émotions, même si elles sont difficiles. Souvent, on a tendance, quand on ressent une émotion difficile, à la rejeter, à pas vouloir la ressentir parce qu'on se dit, oh non, il faut que je sois courageux, il faut que j'ai pas le droit à être en colère. Et ben justement, plus, au fait, je repousse cette colère, plus elle risque d'exploser. Donc, plus je vais, en fait, reconnaître tôt ma jalousie, ma honte, enfin, tout ce que je peux avoir comme émotion, plus après, ben, je vais, en fait, la maîtriser. La maîtriser dans le sens où je la reconnais. Donc, après, mais j'ai toute ma puissance, en fait, pour faire tout ce que je veux, puisque je suis vraiment pleinement avec moi. Et puis faire des petites pauses en conscience, comme, voilà, des petites pauses, un petit thé où je suis pleinement présent, un échange avec l'autre où je suis pleinement avec lui, sans vouloir convaincre ou sans anticiper la réponse. Pour moi, ça, c'est vraiment des choses, en tout cas, qui me font beaucoup de bien et qui me permettent d'être moins stressée. Merci, Sandrine. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être sûr de tout rater, pour être sûr de stresser plus et vivre moins? Eh ben, anticiper le pire. Anticiper le pire, se culpabiliser, se critiquer les autres. Et puis, la négativité, hein, d'être tout le temps, de voir tout le temps le verre à moitié vide. Il y a aussi le perfectionnisme à outrance aussi, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est le perfectionnisme? Et comme la perfection n'existe pas, je risque en fait d'être tout le temps frustrée et stressée parce que je peux pas atteindre la perfection. Parce que c'est jamais assez bien, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? 3 valeurs essentielles.
l'amour, la liberté et la découverte. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert si vous n'aimez pas le café? Il y a un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Sagesse interdite. C'est de Stephen Schillinger qui explore la psychologie transpersonnelle et notamment, vous savez, le fait de dépasser un peu cette façon permanente d'être dans son petit ego. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu voilà, s'ouvrir à un espace plus large. Et lui, notamment, il parle aussi pas mal de psychédéliques. Mais on n'a pas besoin, en pratiquant la pleine conscience, voilà, quand on pratique des retraites, etc., on peut vraiment se relier à cette ouverture en fait qui nous permet de nous connecter à un espace plus large que notre petit ego. Quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie? À qui avez-vous envie de dire merci? J'ai envie de me dire merci à moi parce que franchement, j'ai pas toujours vécu des moments très faciles et je crois que alors après mon moi il est très il pourrait dire merci à toute ma lignée, hein, tous mes parents, ma famille parce que voilà je suis une partie d'eux quoi. Mais je pense que oui voilà ça serait me remercier en fait mes lignées derrière qui me permettent de grandir et de faire grandir j'espère un peu quelque part en toute humilité l'espèce humaine quelque part hein, avec ma petite touche. Comme le colibri, j'essaie de mettre une petite touche. Il fait sa part, ouais. Voilà, je fais ma part. Ouais. J'essaie en tout cas. Ouais. Merci Sandrine. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Je vous propose juste de vous installer une petite minute en méditation, si c'est OK pour vous. Et juste fermer les yeux un instant. Et de prendre juste une inspiration et de vous dire j'inspire, je fais de mon mieux. Et j'expire, le reste ne m'appartient pas. Et vous pouvez doucement rouvrir les yeux. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie? C'est vraiment comme, vous savez, comme dans les contes de fées, c'est descendre dans les profondeurs de l'âme, je crois. Et d'avoir le courage de descendre au plus profond et de voir les ombres, de voir la lumière et vraiment d'aller, de traverser. Hein, on parlait tout à l'heure de courage, de peur. Je crois que plus on va au plus profond de soi, plus on devient vraiment une héroïne dans le sens où on arrive à traverser des choses qui nous semblaient pas possibles au départ. Ça demande du courage d'explorer sa part d'ombre, c'est ça que vous dites? Ouais. En soi, en tout cas, moi, ça m'a demandé du courage parce que quand je me mets en méditation et que je sens, je sais pas moi, voilà, certaines parts qui sont complètement effrayées et apeurées et que je reste avec et je leur apporte beaucoup d'amour, de soutien, etc. Oui, ça me demande du courage. Et en même temps, je me rends compte combien, en fait, cette part-là, elle s'effiloche et que j'arrive maintenant à être beaucoup, enfin, voilà, ma part de puissance, si je peux me permettre de dire ça. Peut s'exprimer. Voilà. Ouais. Et elle est vraiment là. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? C'est le courage d'être soi. Hein, ça serait le courage d'être soi. Et c'est vraiment nous relier à notre vulnérabilité, je pense. Hein, se relier à notre vulnérabilité. J'aime beaucoup une phrase de Maria Rainer Rilke, vous savez, qui est poète, et qui dit, c'est toujours en lien avec les contes de fées, peut-être que tous les dragons de notre vie sont-ils des princesses qui n'attendent que le moment de nous voir un jour beaux et courageux. Peut-être que toutes les choses qui nous font peur sont au fond des choses laissées sans secours, qui attendent que nous les secourions. Il y a beaucoup de choses à secourir et en même temps à traverser pour pouvoir justement être encore plus soi. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr.
Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.